Bonjour à tous, merci de votre fidélité sur Monaco Info. Toute l'actualité monégasque, c'est tout de suite dans votre journal. En voici les titres. Pour débuter cette édition, nous reviendrons sur l'installation du nouveau Conseil national avec l'élection du président que vous avez pu suivre en direct sur Monaco Info ce 21 février. Nous irons à la rencontre de José Badia, conseiller de gouvernement pour les relations extérieures, dans le cadre de la 22e session du Conseil des droits de l'homme. Et nous terminerons avec un événement sportif exceptionnel. 4 combats de boxe seront organisés au Sporting Monte-Carlo. Vous l'avez certainement suivi en direct, Laurent Nouvion a été élu président du Conseil national ce 21 février. Sandrine Nègre revient sur cette séance d'installation avec notamment l'élection du président et du bureau de la Haute Assemblée. Je proclame Laurent Nouvion président du Conseil national et je l'invite à venir occuper. 11 jours après avoir conduit la liste qui remportait les élections nationales 2013, Horizon Monaco, Laurent Nouvion est devenu, après le vote des élus, le nouveau président de l'Assemblée monégasque au cours de la séance publique d'installation du nouveau Conseil national. Laurent Nouvion, un visage déjà connu dans l'hémicycle puisqu'il avait déjà été élu conseiller national en 2008. Le nouveau président qui a fixé plusieurs priorités dans son discours et rappelé l'importance de sa nouvelle fonction. Permettez-moi en premier lieu de vous remercier de la confiance et de l'estime que vous venez de me témoigner en me portant à la présidence de la Haute Assemblée. Soyez assurés que je mesure l'honneur qui m'est fait et le poids de l'exercice de cette haute fonction qui m'oblige plus que jamais, 11 jours, après la confiance que vous nous avez témoignée lors du scrutin du 10 février dernier. Monsieur le ministre, Messieurs les conseillers de gouvernement, chers compatriotes, je forme le vœu que cette confiance accompagne le retour du Conseil national à la place qui est la sienne, dans l'esprit qui est le sien, c'est-à-dire une assemblée apaisée, respectée et forte de ses attributions. Un élément incontournable du triptyque institutionnel sans lequel la principauté ne peut connaître de fonctionnement équilibré et vertueux. À cet instant, et chacun le comprendra, ma pensée va naturellement à Jean-Charles Ray, qui a présidé aux destinées de la Haute Assemblée pendant 15 ans. Je veux rendre hommage ce soir à celui qui m'a élevé dans l'amour de nos princes et du pays. À noter d'ailleurs également la présence de Madame Jean-Charles Ray, épouse de président de Conseil national, devenue donc également mère de président de la Haute Assemblée. Et si au cours de cette séance, les conseillers nationaux ont procédé à l'élection du nouveau président, il a aussi été question du nouveau visage du vice-président. Il s'agit de Christophe Steiner, 53 ans, et qui n'a pas caché son sentiment. Une très forte émotion parce que j'ai été élu la première fois en 1998. En 2003, nous avons perdu les élections. Nous les avons perdues, mais j'étais présent en 2008. Et cette fois-ci, nous les avons gagnées. Et je pense que les échecs comme les victoires appellent de la l'humilité. Alors, nous connaissons bien sûr la fonction de président. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la fonction justement de vice-président ? C'est de seconder le président dans toutes ses tâches, qu'elles soient officielles, qu'elles soient politiques. Mais je pense aussi que c'est à l'homme de marquer la fonction, comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans mon discours. Au cours de ces 2 votes, 2 visages sont apparus, ceux des Benjamins de l'Assemblée. Ils deviennent d'ailleurs à ce titre les secrétaires du bureau du Conseil national. Côté masculin, Thierry Crovetto, 42 ans, et côté féminin, Caroline Roguignon-Vernin, 43 ans, tous deux Horizon Monaco. J'ai été très impressionnée en fait. J'ai même découvert que j'étais la Benjamine pendant la séance. C'est ça qui est déjà bien en tout cas. Vous avez bien sûr tour à tour... Je le suis à quelques mois probablement. Vous avez bien sûr tour à tour écouté les différents discours, notamment celui du nouveau président donc, du Conseil national, Laurent Nouvion. Qu'en avez-vous pensé ? Écoutez, je suis très fière de l'avoir comme président et j'ai une grande confiance en ses capacités, en son talent pour présider notre Haute Assemblée. Après le bureau de l'Assemblée, les élus ont procédé à la désignation des membres des commissions permanentes et spéciales du Conseil national, des commissions et comités mixtes, ainsi que des délégations auprès des organismes internationaux. Voici, pour terminer, de quelle manière se compose ce nouvel hémicycle. 20 sièges pour Horizon Monaco avec des nouveaux visages,
Celui du doyen, par exemple, Daniel Boéry, qui a présidé à ce titre le tout début de cette séance. 3 sièges Union monégasque et 1 siège pour Renaissance. La semaine prochaine, José Badia, conseiller de gouvernement pour les relations extérieures, prononcera une allocution dans le cadre de la 22e session du Conseil des droits de l'homme qui débutera le 25 février. Patricia Navarro l'a rencontré à quelques jours de son intervention qui est prévue en Suisse le 26 février prochain. Alors, il faut rappeler que l'organe Nations Unies, en fait, en matière de droits de l'homme notamment, fonctionne selon 2 modalités, les organes qui dépendent de la charte et les organes qui dépendent des traités internationaux. Le Conseil des droits de l'homme ressort de la première catégorie. Il a été créé en 2006 par une décision de l'Assemblée générale sur les bases de l'ancienne Commission des droits de l'homme, en référence au fait que les Nations Unies souhaitaient prendre fait et cause pour les violations de plus en plus fréquentes des droits de l'homme qui étaient constatées, et également universaliser un peu plus peut-être les actions en ce domaine. Donc aujourd'hui, le Conseil a la charge de faire la promotion de la défense des droits de l'homme et puis bien sûr émettre des recommandations sur les conditions à mettre en œuvre afin que ces droits soient respectés. Le 26 février, vous prononcerez une allocution lors du segment de haut niveau de la 22e session du Conseil des droits de l'homme. Quel sera le sens du message que vous délivrerez au nom de la principauté ? Eh bien, je vais d'abord m'appuyer sur le côté universel en fait, de ces droits. Sans le rappeler formellement, bien sûr, on sait à Monaco que c'est le prince Albert Ier qui, dès 1903, par l'Institut international de la paix, a jeté un peu les bases de fondements internationaux. L'engagement que les princes, depuis cette date, ont toujours eu en faveur des droits de l'homme s'inscrit dans cette continuité, et même bien avant que la principauté adhère à l'Organisation des Nations Unies, plusieurs conventions avaient déjà été signées et mises en œuvre en principauté. La convention de 1962, offerte par le prince au Monégasque, porte effectivement tous les grands principes des droits de l'homme. Donc le premier élément qu'il conviendra de rappeler, c'est cet engagement de la principauté au plan général. Et puis, je souhaiterais pour ma part, ne serait-ce qu'en référence aux actions de coopération que l'on mène, manifester l'appui que Monaco souhaite porter au Mali, aux réfugiés syriens, en faveur desquels, lorsque nous le pouvons et à la mesure de nos moyens, nous intervenons. Alors ce sont des dossiers Syrie, effectivement, réfugiés, Mali, qui ont une interdépendance avec d'autres institutions qui sont elles aussi basées en Suisse, à Genève. Je pense au HCR, à l'OMS, à l'ONU-SIDA. Comment est maintenu un lien permanent entre ces institutions et la principauté ? Alors nous avons à Genève une mission dédiée, qui est une émanation de notre ambassade bilatérale dont le poste est à Berne, comme il se doit. Et cette mission, avec plusieurs diplomates et un petit corps de secrétariat administratif, forme le cœur des représentations permanentes de Monaco près de chacune de ces entités. Dans le cas d'espèce, bien sûr, nous avons des liens avec le HCR dans le domaine qui est celui que couvrent les droits de l'homme, mais c'est vrai que nos contacts avec l'OMS, nos contacts avec l'ONU-SIDA sont très fréquents. Et là, la mission reprend souvent le relais d'initiatives que la famille souveraine elle-même a engagées. Je pense à la princesse Stéphanie en matière de lutte contre le sida, à la princesse Caroline, bien sûr aussi, en matière d'engagement à l'égard des femmes, et puis désormais la princesse Charlène qui, au travers de sa fondation, elle aussi va s'occuper de la protection des droits de l'enfant. La Principauté accueille toujours de grands événements sportifs. Le samedi 30 mars, la boxe sera mise à l'honneur avec le Monte Carlo $1 000 000 Superfort. Au programme 4 combats, dont un pour le titre de champion du monde WBA des poids moyens. Les explications de Frédéric Elliot.
Ramener Las Vegas à Monaco, voilà le pari de Rodney Berman, co-organisateur du Monte Carlo $1 million Super Fort avec le casino de Monte Carlo. Le promoteur sud-africain veut refaire de Monaco un lieu d'excellence pour la boxe et offrir des combats de la qualité de ceux organisés à Las Vegas. Samedi 30 mars, 2 compétitions différentes auront lieu au Sporting à la Salle des Étoiles avec le Super Fort qui proposera 2 combats, un dans la catégorie lourd-léger et l'autre dans la catégorie des poids moyens. Les 2 vainqueurs s'affronteront le 13 juillet prochain pour le combat final. Au programme également un championnat du monde WBA des poids moyens et un championnat d'Europe junior des poids moyens. Monaco a son Grand Prix de Formule 1. La principauté fait partie de l'histoire du sport et c'est un pays magnifique. De grands boxeurs sud-africains ont combattu ici il y a quelques années. Et c'est une coïncidence, mais la princesse Charlène est également sud-africaine. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas organiser un grand événement de boxe ici et refaire de Monaco une des places fortes de la boxe en Europe. Le plateau sera de très grande qualité puisque les 4 boxeurs en lice pour le Super Fort, Edwin Rodriguez, Zsolt Erdei, Denis Grachev et Ezequiel Osvaldo Maderna, totalisent 86 victoires pour une seule défaite. Le championnat du monde WBA des poids moyens opposera lui le Kazakh Gennady Golovkin, invaincu en 22 combats, au Japonais Ishida. Le dernier combat opposera le Russe Rabchenko à l'Italien Niki, un événement unique qui permet de promouvoir la boxe en principauté. Pour nous, c'est vraiment exceptionnel, je dirais. Un championnat du monde WBA avec probablement le premier boxeur à l'heure actuelle dans le monde. Golovkin, évidemment. Un championnat d'Europe avec un Rabchenko qui est le champion en titre et qui est un très bon boxeur aussi. Et ensuite, cette nouvelle compétition qu'on connaît mal, nous, en Europe, je dois dire, et qui se fait aux États-Unis, qui se fait en Afrique du Sud, etc. Tout ça fait que ça fait bouger la boxe. Pour nous, c'est bon. Une semaine avant le premier combat, un ring sera installé au casino pour un entraînement. Prix des places pour le Monte Carlo $1 million Super Fort de 600 à 1500 €. Et avant de refermer cette édition, passons à présent aux prévisions météo des prochains jours. Samedi, toujours de la pluie au programme avec des températures allant de 6 à 8 degrés. Dimanche, toujours des averses et un thermomètre plutôt stationnaire. Lundi, un début de semaine plutôt ensoleillé avec toujours quelques nuages et un risque d'averses dans la soirée. Et enfin mardi, amélioration du temps avec une maximale de 11 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, direction les cuisines du Vistamar où Joël Garraud vous propose un nouveau numéro de Monacook. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.